La réflexion, le débat, c'est selon le point de vue. Diane Guilbeault est présidente du Mouvement pour les droits des femmes et Alain Roy, professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Et en 2015, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, Alain Roy, vous avez présenté un rapport sur le droit de la famille à la demande du gouvernement et il recommandait entre autres qu'on précise ce genre de situation. Et le rapport est toujours sur la tablette. On en parlait la semaine dernière. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, peut-être, je vais commencer quand même avec la dimension juridique. On parle du caractère criminel de la rétribution. Ça, c'est pour Ottawa. Il y a Québec aussi qui a un rôle à jouer. Il y a un code civil qui dit quelque chose très succinctement. Ouais. Qu'est-ce qui est permis ou pas ici au Canada? Surtout quand vous entendez que 500 mères qui participent à une agence et qui favorise la gestation pour autrui. Oui. En fait, ce que le Code civil dit, c'est que les ententes de mère porteuse sont nulles de nullité absolue, ce qui veut dire qu'on ne peut pas en obtenir l'exécution forcée devant un tribunal. Donc, si, après l'accouchement, la mère porteuse ne veut pas remettre l'enfant, le couple d'intention ne peut pas s'adresser au tribunal et vice-versa, c'est-à-dire si les parents d'intention ne veulent pas l'enfant, la mère porteuse ne peut pas les forcer à prendre l'enfant. C'est la première conséquence de la nullité absolue. La deuxième, c'est que la filiation de l'enfant va être établie en fonction des règles normales, c'est-à-dire des règles qui régissent la filiation dite par le sang. C'est la mère porteuse qui sera la mère. Et par la suite, s'il y a un homme dans le couple d'intention, lui pourra signer la déclaration de naissance et devenir père de l'enfant. Et après coup, si tout le monde est d'accord, pour que l'enfant puisse être transféré au couple et de façon plus précise à la conjointe du père. Ou au conjoint, parce qu'il y a des Ou au couples gays, conjoint, effectivement. Il y a un consentement à l'adoption qui pourrait être donné par la mère porteuse en faveur de la mère On va d'intention. peut-être y revenir, mais là-dessus, les tribunaux au Québec ont un peu de misère avec ça. Hein? Oui, mais ça s'est clarifié. Là. Ces derniers temps, on a vraiment tracé cette voie-là qui permet finalement de parachever le contrat de Et mère la porteuse. criminalisation, il n'y a pas eu beaucoup de poursuites au Canada. Il y en a eu une contre une agence. C'est à se demander si le gouvernement fédéral croit vraiment à sa loi et à l'interdiction de rétribution. Tout le monde sait qu'il y a des contrats de mère porteuse qui se font à titre onéreux, mais comme par hasard, il n'y a pas de poursuite. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, d'autant qu'il y a un règlement qui devait être adopté pour baliser la compensation que la mère porteuse peut recevoir. La loi date de 2004. Le règlement n'a jamais été adopté. Ce qui entraîne une confusion ou un certain flou entre ce qui est une rémunération et ce qui est une simple compensation. Est-ce que, Diane Guilbeault, ce reportage confirme pour vous dans votre esprit, parce que vous êtes contre toute forme d'industrialisation, en fait, de commercialisation du monde de la femme, qu'il y a bel et bien au Canada en ce moment une forme d'industrie? Oh, absolument. Il y a une industrie qui est en grand essor. Le gouvernement fédéral n'en fait pas de cachette non plus. À l'automne dernier, il a fait une consultation auprès de l'industrie. C'est comme ça que ça s'appelait, consultation auprès de l'industrie, où on parlait, entre autres, de la traçabilité des produits. Et ça comprend tout ce qui va amener à avoir un bébé au bout d'un contrat. Les ovules, exactement. Donc, on est vraiment dans l'industrialisation et c'est la conséquence logique de partir de l'autorisation, de la légalisation de la pratique. Parce qu'à partir du moment où on permet la pratique du recours aux mères porteuses, c'est sûr qu'il va manquer de mères porteuses parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont accepter de porter un enfant pour quelqu'un d'autre comme ça. Alors donc, pour alimenter et soutenir ce marché que l'industrie développe et nourrit, alors, on passe à la rémunération et là, on demande à un député de faire le petit bout de chemin pour permettre légaliser la commercialisation totale sans entrave et faciliter le développement d'une industrie qu'on considère comme étant avantageuse pour le Canada. Et ça, sans parler du tourisme de procréation en Inde ou ailleurs. Il y a et eu on des connaît cas les au Québec. conditions dans lesquelles ce tourisme-là se déroule. Là. C'est des couvoirs, ni plus ni moins, dans lesquels les mères porteuses interviennent ou sont recueillis pendant 9 mois. Et ce qui est particulièrement troublant dans cette idée de rémunération, c'est le rapport de servitude qui se crée entre la mère porteuse et le couple d'intention. Et quand on parle de libre choix, parce que c'est un argument que M. Hosfather a dévoilé, ils ont la liberté, la libre disposition de leur corps, alors pourquoi est-ce qu'on les empêcherait de porter moyennant rémunération? Si je paye une mère porteuse 100 000 $, j'aurai certainement des attentes légitimes quant à son comportement pendant la grossesse. C'est d'ailleurs la mère porteuse que vous avez interviewée, que Mme Blais-Morin a interviewée, le disait, si elle se nourrit bien, bien justement, si elle se nourrit pas bien. Alors moi, j'aurai certainement des attentes pour lui dire non, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu manges convenablement, tu ne sors pas s'il y a du verglas. Et l'ultime conséquence en matière d'interruption de grossesse,
Si la mère porteuse me dit, je veux exercer mon droit fondamental de mettre fin à ma grossesse. De changer au bout de 2 mois, 3 mois. Voilà, et je lui ai versé 100 000 je vais m'attendre à ce qu'on me rembourse mon 100 000 Et si elle ne peut pas me le rembourser, bien, sa décision ne sera pas libre. Elle va poursuivre sa grossesse avec cette épée de Damoclès qui vient tout contaminer, finalement. La rémunération vient créer ce rapport de servitude et de dépendance. Vous soulevez un point aussi, Diane Guilbeault, suite à l'intervention d'Alain Roy, c'est que le gouvernement fédéral ne semble pas beaucoup croire à sa loi. La décriminalisation est soulevée par le député, mais c'est à se demander si c'est utile ou pas, ce projet de loi-là, parce que dans les faits, c'est comme s'il n'y avait pas de criminalisation du comportement. Il n'y en a pas. De toute façon, même le gouvernement fait de la promotion du tourisme procréatif via ses ambassades. On peut trouver, par exemple, sur le site web de l'ambassade du Canada au Mexique, une liste d'avocats qui vont nous faciliter l'accès à des mères porteuses qu'on pourra payer. Vrai? Absolument. Ah oui. Alors, on a des photos ici. Alors, écoutez, c'est très troublant de voir l'attitude du Canada dans ce dossier-là. Et évidemment, c'est évident que le gouvernement ne croit pas à sa loi, mais pour le moment, c'est une Donc, vous êtes position... contre la décriminalisation? On est contre le recours parce que le recours amène automatiquement. C'est la conséquence, c'est la suite logique de la légalisation de la pratique, même si c'est non onéreux ou que la mère dit qu'elle le fait pour autrui. Une femme fait ça pour sa sœur. Bon, ça, c'est très rare. Il n'y aurait pas d'industrie si c'était ça la situation. Ce n'est pas ça la situation. C'est un marché mondial. C'est une industrie mondiale avec beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut être contre ça, finalement? Est-ce qu'il faut agir dans le fond? Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de pays qui l'ont interdit carrément. Il y a des organisations qui luttent pour l'abolition universelle, parce que ça ne peut pas être localement que ces décisions se font. C'est un marché international. Alors, donc, il faut que ce soit des décisions internationales. Et il y a plusieurs pays, notamment en Europe, qui interdisent la pratique. Alors là, il y a des regroupements. Ils viennent ici, les Français viennent ici. Bien, on en a vu, justement, il y a un cas qui a été confié comme ça à l'adoption, parce qu'on a vu que c'était vraiment un trafic d'enfants. Mais pour lutter contre une pratique internationale, il faut des lois internationales. L'équivalent de la Convention de la Haye pour l'adoption, bien, en fait, il faudrait avoir l'équivalent pour empêcher le recours aux mères porteuses. Et vous, vous avez une approche un peu différente de celle de Mme Guilbeault, laquelle... Oui. En fait, moi, je suis contre la rémunération de la mère porteuse pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et même que je pense que le gouvernement fédéral, s'il croyait vraiment à sa loi, la rendrait extraterritoriale pour faire en sorte qu'on puisse l'appliquer à des couples d'ici qui s'en vont en Inde. Okay. Alors là, on se retranche derrière le caractère national de la loi pour dire on n'a pas de prise sur ces couples-là et on ne peut pas leur appliquer les sanctions. Donc, si le on Québec croit pourrait vraiment, faire ça. pas le Québec, mais le fédéral. Le fédéral, OK. Cela dit, si c'est fait à titre gratuit, si c'est altruiste, et les recherches tendent à démontrer qu'il y a effectivement des femmes qui le font dans le but d'aider un couple infertile, moi, je me soucie de l'enfant qui va naître de la mère porteuse. Cet enfant n'est pas responsable des circonstances de sa naissance et si on ne veut pas revenir à l'époque des enfants illégitimes ou naturels, on ne peut pas le priver du droit à la filiation qu'il peut légitimement revendiquer avec les parents d'intention, c'est-à-dire ceux qui ont nourri ce désir d'enfant et ceux qui sont partis au projet parental. Parce qu'autrement, on va en faire quoi de cet enfant-là? On va le mettre en adoption et il va pouvoir être adopté par... Mais dans quelles circonstances ça arrivait? Vous avez dit tout à l'heure qu'au Québec, c'était assez réglé, le processus d'adoption pour ces enfants-là, pour le transfert de la mère en à fait, le comité consultatif sur le droit de la famille que j'ai présidé de 2013 à 2015 propose qu'on puisse établir un cadre juridique clair, spécifique aux mères porteuses, de la même manière qu'on en retrouve dans d'autres pays et dans les provinces canadiennes. Alors, si toutes les parties sont toujours d'accord après l'accouchement pour que l'enfant puisse être transféré aux parents d'intention, alors sur la déclaration de naissance, on pourrait avoir les 3 signatures et l'acte de naissance de l'enfant pourrait être émis au nom des parents d'intention, plutôt que de passer par l'adoption, qui est une procédure pleine de trous, qui ne convient pas parce qu'elle n'est pas spécifiquement pensée en fonction de ce scénario. Alors, il y a moyen d'en venir à établir la filiation de cet enfant avec les personnes qui l'ont désiré et qui, dans les faits, vont le prendre en charge. Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord parce qu'à partir du moment où les tribunaux avalisent une pratique qui s'est faite illégalement, on encourage la poursuite. Alors nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des signaux clairs qui soient donnés et puis que le tribunal, il y a eu une juge qui, en première instance, avait décrété effectivement que l'enfant ne devait pas être remis à
un des parents d'intention. Mais la Cour d'appel a renversé ce jugement. Mais nous, on pense que finalement, des enfants qui ont été conçus... adopté, oui. C'est le non, parrain, il a été pris par les parents d'intention, confié par les parents commanditaires que nous, on appelle. Alors, nous, on pense qu'il faut interdire vraiment la pratique totalement, décourager la prise... de mettre devant le juge, devant un fait accompli, c'est-à-dire un enfant. Et l'enfant qui a été conçu peut être confié à l'adoption. Parce qu'actuellement, on dit le parent d'intention, souvent c'est le père, il a un lien génétique. Mais en 1989, quand Jean-Guy Tremblay réclamait des droits sur l'enfant que portait Chantal Daigle, le juge a bien décrété que le père n'avait pas le géniteur n'avait pas... C'était pas sacré son droit à l'enfant. Et on pense... On parlait du droit à l'avortement. Oui, mais il est né, l'enfant, là. La différence, c'est que mais l'enfant est né. Et l'enfant, il a le droit à des parents, parce que c'est ça, l'adoption. L'adoption, c'est le droit de l'enfant d'avoir des parents, et non pas que les parents avoir un enfant. C'est très différent. Vous dites plutôt avoir des parents, l'intention devrait confirmer la reconnaissance génétique de cet enfant-là, cette filiation biologique-là. Parce qu'autrement, on se trouve à se servir de l'enfant pour sanctionner les parents d'intention. On leur dit, vous avez agi de façon immorale, et pour vous punir, on va vous retirer cet enfant-là et on va le confier à n'importe qui d'autre qu'à vous. Alors que souvent, l'enfant a le bagage génétique de ces personnes-là. Oui, puis il veut savoir d'où il vient. Oui, il y a le droit à la connaissance des origines qu'on ne peut pas perdre de vue. En terminant, vide juridique ou pas en ce moment, selon vous, confusion juridique et vous, ça n'a pas bougé à Québec? À deux niveaux. À Québec, il y a un gros problème, il y a un flou, on a un mécanisme qui n'est pas adapté. Et au fédéral, le flou, c'est quant à la rétribution versus la compensation. On est dans le flou total et intégral. Et le non-respect de la loi fédérale qui existe déjà, ça n'aide pas du tout à faire avancer le dossier. Irresponsabilité gouvernementale, autant à Ottawa qu'à Québec. Merci Diane Guilbeault. Merci Alain Roy. Alors, j'imagine que ce reportage que vous pouvez voir au Téléjournal ce soir de ma collègue Madeleine Desmorin sur la gestation pour autrui et le fait que ce reportage lève le voile sur un monde qu'on ne connaît pas vraiment, sur cette industrie. Alors, à voir au Téléjournal. Merci tous les deux. Merci à vous.